Bonjour à tous, merci d'être là. Quatrième étape des Olympiques, je vous rappelle les thèmes. Performer, on a commencé à parler de la notion de performance avec Romain au Cercle des Nageurs, puis manager avec Jonathan, et vous voyez que nous avons une continuité puisque Romain est là depuis le début, puis Jonathan qui est arrivé à la session 2 est encore avec nous. Troisième session, transformer au RCT, et quatrième étape aujourd'hui, on va parler du challenge. Cinquième étape, ce sera rêver, et je vous en parlerai à la toute fin de cette conférence. Alors, épreuve numéro 4, se challenger. On va d'abord commencer, messieurs, par redéfinir un peu la notion de challenge. Comme ça, au moins, on se pose un cadre. Est-ce qu'on parle de la même chose, vous et nous? Et ensuite, on ira un peu plus loin sur cela. Alors, quand on parle de challenge, on parle de défi, on parle de compétition, on parle de motivation. Certains vont même jusqu'à dire, bah, écoutez, challenge, c'est en anglais to challenge. Donc, en fait, on va aller sur toutes les notions de se lancer un défi, de remettre en question. Mais on n'a pas forcément envie, nous, de se dire, bon, bah, on fait du un pour un. Messieurs, première question, c'est quoi aujourd'hui pour vous un challenge? Comment est-ce que vous le définissez dans votre vie de tous les jours, dans votre vie sportive et également dans votre vie entrepreneuriale pour Jonathan? Bonjour. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le sport plutôt que l'entreprise. Désolé. Puisque finalement, le sport, c'est l'incertitude, le challenge. J'ajouterais la notion vouloir battre l'adversaire. Parce que c'est vrai que quand on discute avec les athlètes, je ne sais pas, les tiens, ils sont peut-être un peu plus grands, mais quand on parle à un athlète qui a 17, 18 ans et qui est talentueux, souvent, il faut aussi lui faire comprendre que de vouloir gagner les Jeux Olympiques, c'est pas simplement gagner une épreuve, mais c'est de vouloir voler la médaille de plein d'autres personnes qui ont le même rêve. Donc, c'est aussi comprendre ça dans le challenge et aussi le fait que ça n'arrivera probablement pas, voire très certainement pas, voire parfois c'est carrément impossible et pourtant certains y arrivent. Et donc, dans tout cet espace-là, en fait, il y a, je crois, le sport. Je réfléchissais à me dire, est-ce qu'on irait voir des épreuves des Jeux Olympiques si on connaissait déjà le résultat à l'avance? Et donc, cette incertitude, c'est ce qui crée le côté fascinant, les renversements de situation, c'est ce qui donne une aura particulière au sport. Et donc, challenge, pour moi, ça veut dire que comme ça ne va pas arriver, finalement, ce n'est pas très grave et on va pouvoir s'engager encore plus que si c'est quelque chose qu'on contrôle. Et le sport, c'est quand même un joli terrain de jeu pour ça. Merci, Jonathan. Moi, je dirais que, en tout cas, c'est ce que je dis aux plus jeunes de nos sportifs et ce que je dis aussi, puisque je suis en charge des équipes nationales du hockey sur glace avec la fédération, c'est ce que j'essaie de leur dire. Je pense que le challenge, il doit aussi, pour pouvoir être dans une route qui est acceptable pour les athlètes, qu'il soit choisi par eux-mêmes. C'est-à-dire, je pense que, et ça relie la motivation. Et pour se fixer à essayer d'atteindre des challenges, il faut forcément avoir une motivation. Et on constate de manière très claire que quand la motivation est intrinsèque, donc quand elle vient de toi-même, elle te permet plus facilement de passer les obstacles que tu rencontres dans ton challenge et qui te permettent d'aller plus loin. Parce que quand tu as des motivations qui ne sont pas les tiennes, ça peut être parfois les parents, on le connaît dans certains sports plus que d'autres, quand la motivation vient plus de l'extérieur et qu'on veut faire des choses pour des raisons extérieures, on est en général moins motivé, moins en profondeur. Et le sport de haut niveau est tellement difficile, comme l'est d'ailleurs l'entrepreneuriat, que si vous n'avez pas les bonnes motivations, les difficultés prennent le dessus quand la motivation n'est pas ancrée. Donc chez le sportif, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est de toujours nous assurer qu'ils ont une motivation qui est vraiment la leur, qu'ils font les choses pour les bonnes raisons, parce que c'est ça qui permet dans la vie, je pense, de continuer quand tout te dit d'arrêter parce que c'est trop dur. Donc le sport, encore une fois, comme dans l'entreprise, comme vous devez certainement rencontrer des situations qui sont difficiles. Si vous ne savez plus pourquoi vous faites votre métier, vous avez parfois envie de changer de métier. Si c'est vraiment les bonnes raisons qui font que vous faites votre métier, vous arrivez à passer devant les obstacles. Je peux ajouter quelque chose parce que je crois que j'ai pas très bien commencé, donc je vais essayer de faire mieux. Je crois que c'est le seul moyen de savoir ce qu'on vaut vraiment, le sport et le challenge. Je crois que c'est parce que la situation, elle est tellement particulière que finalement, ça va être le révélateur de ce que vous avez en vous. On est toujours meilleur quand on est quelques heures avant l'examen et qu'on a oublié de réviser. Ouais, c'est vraiment un mécanisme que les sportifs de haut niveau utilisent, le dos au mur. Et je pense que ça marche avec quasiment 100% de la salle.
Si vous avez 3 mois pour faire quelque chose, vous allez le faire tranquillement. Et des fois, quand on est dans l'urgence, on sent ce mécanisme se mettre en place. Et je crois qu'un sportif de haut niveau, il arrive à actionner ça très souvent de manière artificielle parce qu'il arrive à ressentir l'objectif qui est très loin et que les gens n'arrivent pas à voir. Et ça fait des choses dans son corps. Et donc, ça le met dans ce même état d'excitation que parfois la situation externe amène. Et là, je fais le lien avec ce qu'a dit Jonathan, d'où l'importance de la motivation. Parce que de la motivation très profonde peut naître une vision et quelque chose qui n'existe pas encore. Et c'est, je crois, des grands sportifs qu'on rencontre, notamment le plus bel exemple, j'avais vu pas mal d'interviews de Zinedine sur ce qu'il explique. Il dit qu'il y avait des gens plus talentueux que lui à un moment donné. En fait, je pense que lui, il voulait tellement plus ou tellement d'une manière juste qu'il a été capable de voir et que derrière, il a aligné ça et qu'il est allé chercher toute une carrière. C'est ça qu'on recherche après, je pense. Après, on l'appelle ce qu'on veut dans l'entreprise. Je pense qu'ils vont appeler ça la maturité et l'expérience. En sport, on n'a souvent pas le temps. Un pic de carrière, c'est 5 ou 6 ans, où on est vraiment... Avant ça, on attend que l'athlète ait grandi, qu'il soit hormonalement construit pour accepter des charges d'entraînement fortes, des charges lourdes à la musculation, etc. Et quand il arrive à ça, on rentre dans la zone où on va pouvoir l'exploiter. Très rapidement après, on sort de cette zone où après, l'athlète récupère plus assez vite, l'athlète peut se blesser, l'athlète a perdu une partie de son enthousiasme parce qu'il a découvert tout ce que vous découvrez dans le monde du travail, hein, la partie qui est géniale, et puis les 80% qui sont quand même moins agréables. Être hockeyeur, c'est génial sur un match, mais l'entraînement de hockey, c'est 80% de répétition chiante. La natation, c'est 80% de longueur à 2 km/h pour des courses à 8 km/h. Alors, quand vous les voyez briller en compétition, ça va être magique, mais la réalité est assez différente. On est à J-30, hein, c'est ce que tu nous disais. 45. C'est J-45 Ouais, 45. Juste j'ai vérifié pour vous. Ah, merci. Parce que dans la préparation, on était à J-30, donc je l'avais noté. Merci, hein, Romain, qui m'avait lancé un challenge qui est de dire est-ce qu'aujourd'hui, tu vas être capable de ne pas mettre une chemise? Donc, j'ai accepté le challenge. Hein, et challenge facile. J-47, comment est-ce que tu prépares tes athlètes aujourd'hui à ce challenge-là? C'est juste la continuité de ce que vous avez fait depuis quelque temps. Mais est-ce qu'il y a à un moment donné une sorte de déclic en disant justement on est à J-X parce qu'on va entamer une dernière phase avant la compète? En première inspiration, c'est que la dernière ligne droite, c'est ce qu'on appelle la dernière ligne droite, qui va précéder le jour J, pour moi, c'est très contre-intuitif. Puisqu'on se construit sur des valeurs, sur des choses qui nous permettent d'avoir un cadre et de se sentir bien. Et seulement à l'approche de la compétition, tout ça, ça vole en éclats parce que je crois qu'aux Jeux Olympiques, c'est pas le niveau qui permet de gagner, ce sont les croyances. Et je crois que les matchs qui sont gagnés, que vous regardez par toutes les équipes ou les courses qui sont gagnées, c'est parce que à niveau égal, c'est celui qui croit le plus qui va gagner. Le problème des Jeux Olympiques, c'est qu'ils sont quasiment à niveau égal. Alors, ils sont construits différemment, physiquement, parfois, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont plus puissants, etc. Mais en fait, l'ensemble des qualités d'un finaliste olympique, si on devait additionner toutes ces qualités et le mettre en comparaison des autres, c'est pareil. Les muscles, je pense, en hockey, en natation, la notion musculaire, effort, etc., elle s'envole la fin d'un match. Ça ne se joue pas sur les muscles. Ça se joue sur la lucidité qu'on va avoir sur les 2 dernières minutes, alors qu'on est aussi fatigué que l'adversaire et qu'on va trouver quelque chose pour réfléchir plus intelligemment que lui. Et la fin d'une course, ça ressemble à ça aussi. Donc, c'est très contre-intuitif, les 45 derniers jours. Et il faut aller contre sa nature. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, toute l'année, il faut lui dire que c'est pas normal de ne pas se sentir bien parce que sinon on va pas bien travailler. Quand quelqu'un se sent pas bien à 45 jours, en lui disant et si c'était quelque chose d'exceptionnel parce que ton corps est en train de changer et donc on trouve entre manipulation et influence positive, on trouve plein de choses qui vont renforcer en permanence. Alain Weiss m'a dit un truc qui était très intéressant, qui me guide. Alain Weiss, c'est un entraîneur de basket qui a eu une médaille d'argent. Il m'a dit à une semaine de la compétition, un conseil négatif reste 7 jours, un conseil positif reste 30 minutes. Donc en fait, si vous faites une erreur, elle va durer 7 jours, donc jusqu'à la compétition. Et si vous faites des choses très très bien, ça va s'évaporer, donc il faut continuer à les faire. Donc il faut faire très attention à ne pas donner de conseils négatifs, ne pas donner des choses qui vont alimenter ce qui est la nature humaine d'un athlète. L'approche des Jeux Olympiques, l'imminence des Jeux Olympiques, elle va faire naître une chose, le doute. En fait, le fait que la compétition arrive, quel niveau je vais vraiment avoir? Est-ce que je vais être au niveau de mes adversaires? Est-ce que mon destin espéré, dire la médaille, ça va se vivre ou est-ce que ça va être un cauchemar et je vais revenir sans rien? Il faut affronter tous les gens qui m'ont aidé, etc. Et donc, on vient à ce moment-là entre excitation, parce qu'on veut voir ce qu'on vaut, doute, et on se retrouve pile au milieu. Et il y a vraiment une période qui doit ressembler aussi à vous dans vos moments intenses, professionnels ou même de la vie,
et où on n'a pas le même discours quand on est à 6 mois ou à 1 an des JO que quand on est à 1 mois des JO. Tout ça parce que vous voulez que l'athlète il se présente dans une chambre d'appel ou juste avant le match avec l'esprit libre et la capacité de saisir le présent. Et que si à un moment donné, il y a une pensée négative, et qu'en plus vous en êtes le fautif parce qu'il vient vous dire « je suis pas sûr que cette compétition va réussir », si vous lui dites moi non plus, je le sens pas », on est très très mal, quoi. Et si tu lui dis « ok, j'ai fait l'expérience hier, j'étais avec des athlètes, j'ai eu la chance de voir les poloistes qui sont à 45 jours de la compétition, et donc qui sont en état de travail. Donc en fait, c'est normal d'être fatigué, donc on ne se projette pas. J'ai vu les nageurs qui commencent leur sélection olympique dimanche. Et donc j'ai vu des nageurs et j'ai posé la question à un nageur, je lui ai dit « salut, ça va ?» Et en fait, j'aurais pas dû lui poser la question du ça va parce que ça a engagé des choses. En fait, il a peur, il avait envie de le dire. Je lui ai dit « j'ai fait une erreur de te dire ça va. On pose pas la question la veille du moment qui va définir sa vie sportive parce que si on se qualifie pas, ça s'arrête. Forcément, à mon avis, ça va. Mais il m'a dit oui, j'ai un peu peur quand même. » Et je lui ai dit « heureusement que tu as peur. Parce que si la peur, elle vient 15 minutes avant la course, on ne saura pas quoi en faire si tu as peur 2 jours avant. » Et il était soulagé qu'en fait, d'avoir le droit d'avoir peur. Et donc ça, c'est tous ces mots-là qui sont, à mon avis, importants et qui font partie du challenge parce que plus on élève son challenge, plus, à mon avis, ce qu'on vit en sport, c'est ce que finalement les gens vivent. Et imaginez que vous attendiez les résultats d'un examen important ou un job, etc. Le dernier entretien qui va vous permettre d'avoir ce job-là, les hormones, elles se mettent à fond. Il y a des marqueurs très forts sur le corps qui se mettent en place et qui viennent faire en sorte qu'on ne peut pas réfléchir comme en état de calme. Et donc, souvent, ce qui va ressortir, c'est tout ce qu'on aura travaillé avant. Et c'est, si j'essaie de faire avec un lien, et c'est pour ça qu'un sportif de haut niveau, quand il a accumulé une vision forte et un entraînement autodéterminé, il a plus de chances d'avoir des questions positives qui arrivent à ce moment-là, et donc d'avoir plutôt de l'excitation que des questions négatives, et donc avoir de l'angoisse. Et l'angoisse, c'est plus paralysant que l'excitation, sauf quand il y en a trop d'excitation. Mais des athlètes qui étaient persuadés de gagner, et c'est pas toujours bon non plus. Mais... Merci Romain. On va accueillir notre dernier intervenant, Mohand Zenani. Donc je vous demande de l'applaudir. Mohand, je vais me faire un plaisir, je vais faire comme si c'était Danse avec les stars. Donc sur un cha-cha-cha, Mohand et son partenaire. Donc Mohand, on vient de débuter cette conférence. Pour présenter Mohand, puisqu'on fait aujourd'hui la 4e épreuve avec du breakdance, première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que le breakdance est une épreuve olympique. Mohand, c'est un ancien champion d'Europe de breakdance, un des organisateurs et membres fondateurs du mondial de breaking qui a eu lieu en avril 2023 au Palais des Sports. Si je manque des éléments dans la biographie, vous me le dites. Directeur événementiel chez Original Rockers. C'est surtout le référent breaking pour la Fédé française de danse olympique, donc en charge du breaking pour Paris 2024, en charge des événements nationaux pour le développement breaking, le directeur technique aussi d'une équipe, l'organisateur du World Breaking à Marseille et de l'Eurobattle Pro, créateur du festival, et ce qui nous plaît beaucoup aussi, Handicapable, sport adapté au breaking, donc avec du coup, ça fera un parallèle avec, je vous rappelle, notre événement de fin juin sur le Sporting for Change, où depuis 5 ans, on est sur la notion d'handi valide au Stade Vallier avec l'association donc Sporting for Change et la JCM pour mélanger nos athlètes dans le sport, dans le handicap et finalement casser l'image de cela en disant c'est juste des copains, des gens qui aiment faire du sport et peu importe finalement qui nous sommes, mais on est là pour ça. Créateur également, et puis vous avez porté la flamme olympique 2024. Vous nous direz un peu ce que ça fait de porter cette flamme-là. J'ai pas porté la flamme. On a ouvert la flamme au Vieux-Port avec Soprano et Alonso devant Monsieur Macron qui était présent et toutes les institutions. Mais c'est plus artistique, je l'ai pas porté. Pardon. Donc, de toute façon, il y avait marqué « à participer » et c'est moi qui me suis... donc, on disait juste avant que vous arriviez, Mohand, qu'on remettait dans le contexte. Cette 4e épreuve, on a parlé de performance, on a parlé de management, on a parlé de transformation et aujourd'hui, on va parler de challenge. Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi un challenge? Et est-ce que vous pouvez, donc, à travers toutes ces expériences-là, nous parler aussi du challenge qu'a été pour vous le fait d'être breaker, de transformer un art de rue en finalement quelque chose qui aujourd'hui devient un art de vie et qui devient une épreuve olympique? En fait, le challenge pour moi, c'est il faut croire en soi et il faut pas lâcher. Voilà. Et les défaites font les victoires de demain. Nous, c'est vrai que le slogan, il est joli en écriture, c'est de la rue au JO. Mais ça va bien au-delà aussi, parce que c'est un travail
hebdomadaire avec les jeunes. Et c'est vrai que voilà, on était un petit peu orphelins. C'est pas pour se lamenter, mais on n'était ni considérés de la culture, parce que c'était une danse de rue, c'était une danse que personne ne voulait reconnaître. Et puis aussi, ni du côté sportif, puisque en fait, on rentrait pas dans les codes du sport. Du coup, on était livrés un petit peu à nous-mêmes sur le démarrage de notre activité. Puis voilà, de fil en aiguille, on a été amené à être mis en avant un peu par les cultures urbaines, notamment le rap. Donc on a fait la direction artistique de Jul, son premier stade, au stade Vélodrome. Et puis bien avant ça, on s'est battu pour essayer de revendiquer notre art. Donc c'est passé par une première étape avec la culture qui a reconnu ça un petit peu, avec la DRAC, avec des diplômes, et puis avec aussi une reprise du hip-hop sur le contemporain, avec les créations vis-à-vis du théâtre. Puis après, on a eu cette chance qu'en 2018, on a un membre de notre collectif, Carlotta Dudek, qui est bien suivi et qui a fait un résultat à Buenos Aires, qui était une première ADN pour que le break rentre avec le CIO sur 2024. Ça a marché, la mèche, elle a été allumée. Et puis 2019, la création, pas d'une fédé de break, mais la Fédération française de danse, qui est super carrée, avec des codes bien académiques. Ça a été très difficile pour la culture urbaine, qui est une culture qui a pas de mère, pas de père en soi. Et en fait, on a été un peu chapeauté par la fédé. Ça s'est bien passé. Bon, il y a eu des hauts et des bas. Puis on a réussi tant bien que mal à former une belle équipe de France qui va ramener de belles médailles, j'espère, à Concorde en août. Et puis voilà, l'évolution du break, je pense c'est une étape. Les JO pour le break, je pense qu'il y a au-delà de ça, ça va évoluer après 2024. Et c'est une danse qui s'est un peu codifiée maintenant avec les JO, mais qui garde quand même cet ADN d'expression de soi-même, de dépassement de soi et du coup du challenge. Voilà. On est là pour envoyer des ondes positives. La France, par rapport aux JO, elle doit se positionner comment? Alors, pour moi, la France elle fait partie du top 3 depuis les 5, je vais être précis, les 5 dernières années, avant le Covid, quoi. Et pour moi, on va récupérer toutes les médailles, largement. Après, c'est vrai que le Japon est très bon, très performant, avec la Chine qui est arrivée en puissance sur l'après-Covid. Du coup, ils sont arrivés en super puissance et c'est vrai que ça va être un peu une belle bataille, mais je pense que la France va récupérer des médailles. Ça, c'est bien. Jonathan, pardon. Romain nous parlait donc du J-45 et du message positif, négatif à envoyer, de la préparation par rapport à cela. Les Spartiates ont vécu une première année de play-off cette année. Justement, dans le cadre de ces 7 matchs où à 2 minutes près, on pouvait continuer, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un déclencheur pour toi de rechallenger l'équipe? Comment est-ce que tu les as enclenchés dans cette dynamique-là? Parce que c'est un moment un peu particulier, hein. Vous êtes passé par toutes les émotions. Alors, si on prend le cas particulier des playoffs hockey sur glace, je pense pas qu'il y ait beaucoup de situations sportives aussi extrêmes. Parce qu'en fait, que ce soit au hockey, mais c'est aussi vrai au basket NBA, un playoff, c'est un duel entre 2 équipes et c'est le premier qui doit gagner 4 matchs. Donc, tu joues tous les 2 jours. On se déplaçait de Marseille à Bordeaux en bus couchette. On a été 3 fois en 10 jours à Bordeaux. Donc, tu joues... au final, on a joué 7 matchs, puisque ça a été au bout. En fait, c'est le maximum que tu peux jouer. Pour gagner 4 matchs, le maximum que tu peux jouer, c'est 7 matchs. Donc, on a été au bout de ce qu'on appelle la série de ces playoffs-là, avec les voyages, etc. Et ça, c'est difficile de l'exprimer, vraiment, de le verbaliser, parce que là, on est dans l'intensité presque animale, parce que t'as pas beaucoup de temps pour faire du management, t'es tout en adaptation. C'est comme je peux comparer ça un petit peu, mais sur un temps plus court, un match de tennis. Je ne sais pas si vous avez regardé la finale Roland Garros. Des fois, tu as l'impression que l'autre, c'est fini. Il gagne le set, il reprend le set d'après. L'autre est remonté, l'autre est redescendu. Puis il y a des allers-retours comme ça au moins, je sais pas, 10 fois pendant le match. Tu te dis non, c'est lui qui va gagner, non, c'est lui qui va gagner. Et donc la partie mentale là-dedans est très importante. Et dans une série de hockey, le temps est plus long. Évidemment, c'est pas un match de tennis sur 5 heures. Le temps est plus long, mais il est quand même court puisque
t'as pas beaucoup de temps de parler. Donc, tu fais des petites touches de management quand l'équipe est proche on jouait chez nous, on gagnait 3-2, on joue chez nous, le match 6. Et si on gagne chez nous, on passe en demi-finale. Et patinoire, 5500 spectateurs, tout est là, et on passe à travers. Là, tu te dis, bon, là, ils sont revenus à 3-3, on doit retourner dans 2 jours à Bordeaux pour faire le match 7. Et là, on mène jusqu'à la fin, à 2 minutes de la fin, et on se fait... Donc voilà, c'est un ascenseur émotionnel. Le management dans ces situations, quand tu es face à quelque chose d'aussi intense, il ne peut pas être très sophistiqué. Il est d'essayer de sentir au mieux comment est l'ensemble des joueurs, comment individuellement, comme tu peux essayer de parler à certains joueurs. Mais tu ne peux pas énormément agir, en fait. C'est comme si, une fois que c'est lancé, tu fais des petites, mais ça va trop vite et c'est difficile Non, vraiment, j'insiste, c'est comme un match de tennis, c'est d'une intensité émotionnelle, physique et psychologique très haute, ce qui ne permet pas d'agir énormément. Alors, j'ai l'impression qu'on est en conférence de presse là. Je voulais lui poser une question. Vas-y. En fait, pour comprendre un tout petit peu le scénario, il y a des situations qui sont différentes. C'est-à-dire que vous venez de monter. Les playoffs, c'est une sorte de cerise sur le gâteau à ce moment-là. Et j'imagine que la complexité, c'est... Il faut trouver l'équilibre. Alors, si j'en réfère au water-polo, il faut trouver l'équilibre idéal ou le déséquilibre idéal pour à la fois... Tu n'as aucune chance de gagner si c'est déjà très bien et si tu leur dis ce que vous avez fait, c'est bien et c'est pas grave si on perd. Et d'un autre côté, tu peux pas non plus leur dire que si tu perds, c'est très très grave parce que la saison, elle est mieux que prévu, quoi. Et donc, comment vous avez fait à un moment donné quand vous êtes pour trouver l'état idéal, finalement, parce que c'était, je pense, une très belle série et un super résultat. Comment vous avez fait pour trouver l'état idéal entre dire à quelqu'un, c'est très grave si tu perds, mais en fait, comme ils sont plus forts que toi sur le papier et que c'est la première fois, comment exiger de quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui réussisse la première fois en lui disant si tu réussis pas, tu n'y arriveras jamais. On sait très bien qu'il faut apprendre à gagner. Donc, c'était quoi les mots? Moi, ça m'intéresse parce que c'est la question qu'on se pose en permanence. Le nouveau challenge ou le challenge d'après, il y a toujours ce point d'interrogation sur comment se placer face au challenge entre exigence et bienveillance et au milieu, quand est-ce qu'il faut engueuler l'athlète alors qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'on sait très bien que parfois des sportifs de haut niveau, la dernière chose à faire, c'est de les réconforter quand ils ont perdu, même quand ils ont mené une super bataille. Il faut les laisser souffrir pendant une bonne petite semaine, parce que ça va être le fuel de la motivation des saisons suivantes. On s'en servira qu'1 an plus tard du message. En fait, déjà, on avait créé une double communication, puisqu'on avait une communication vers l'extérieur qui était très, dès le début de saison, très réaliste par rapport à notre situation. On disait qu'on voulait se maintenir. Mais très rapidement, quand on a vu comment se comportait l'équipe, on avait notre discours à nous et nos ambitions à nous dès le début, qui était de dire, nous, on veut faire les playoffs. Donc, en fait, quand on est arrivé à se qualifier pour les playoffs, effectivement... Grand classique du sport, hein. Ouais. Au grand public, on dit on est les petits poussés, on risque rien. Vous fermez la porte et vous leur dites on est capable de faire un truc exceptionnel. On les fait rêver, quoi. Mais on le dit pas dehors, quoi. C'est grand classique, on le fait tous. Que si tu parles de toute façon, si tu parles vers l'extérieur, tu donnes des armes à l'adversaire, tu donnes des. Vaut mieux. Ça, c'est des stratégies de communication un peu classiques. Et donc, en fait, on a senti à arriver au playoff qu'en fait, on n'avait pas besoin de dire on n'a rien à perdre, puisque tout le monde l'avait compris de manière intuitive. On savait tous notre parcours, on savait qu'on n'avait rien à perdre. Donc, on n'a pas parlé de rien à perdre parce qu'on savait qu'il était intuitif. On a appuyé sur le jusqu'où on va aller, jusqu'où vous êtes capable d'aller. Vous n'avez pas encore envie de les faire chier, vous n'avez pas encore envie de fermer des bouches. Nous, on sait qu'on peut le faire. On est très peu à savoir, en tout cas à croire en nous, mais nous, on sait qu'on peut. Et on a activé ce côté un peu tribal, tribu, qui va continuer à surprendre et continuer à faire chier le monde. Je dis ça, c'est continuer à déranger les pronostics. Et on les a sentis animés de ça. Et ils étaient persuadés, on n'avait pas besoin de vraiment souffler sur les braises. Ils avaient construit une mentalité collective ils étaient persuadés de pouvoir aller même en finale. Ils étaient persuadés de pouvoir... Et on l'a vite senti et entendu qu'ils étaient persuadés d'y arriver. Donc en fait, quand on a échoué, on a vraiment eu... Tout le monde a eu beaucoup de mal à dire on a quand même fait une bonne saison. On a dû attendre une semaine pour finir. On n'avait pas s'auto-flageller, on pouvait aussi être content de ce qu'on avait fait. Mais il y avait une déception terrible après les playoffs. On avait construit une espèce d'identité
tribal, où on était entre nous, où le reste, on donnait ce qu'on devait donner à l'extérieur, et nous, entre nous, on savait où on voulait aller, et on pensait qu'on pouvait aller très loin. Je voulais poser cette question et j'ai eu exactement la réponse que je voulais. On est sorti de la conférence de presse, on est rentré dans la mécanique un peu de performance et de challenge. Moi, les mots que j'utilise, il a utilisé tribu, moi j'utilise sanctuaire ou coterie. C'est ce que nous, on appelle ce qui se passe dans le vestiaire. On en a déjà parlé dans les conférences précédentes. Mais je trouve que c'est bien parce qu'à force de le répéter, ça peut peut-être essayer de vous faire comprendre. En sport, il y a un moment donné où on affronte quelque chose de tellement grand. Il a donné aussi la définition de l'équipe, là. C'est-à-dire que seul, personne ne peut aller jouer son match de hockey seul contre l'équipe d'en face. Personne ne peut vivre ça. Et il y a plein d'autres mécanismes. Parce que le challenge, on pourrait facilement additionner qu'il n'y a pas de challenge individuel. Je n'ai pas entendu une seule fois dans tes mots, seul, on s'est battu. Parce qu'il y a une fille qui, à un moment donné, a mis la discipline, et derrière, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais pour ensuite la mettre au JO. Ce n'est pas elle juste par sa performance. Et donc, dès qu'on parle de challenge, je pense qu'on parle de plusieurs, de beaucoup, et notamment aussi, justement, ils ont probablement fait parfaitement, et je suis sûr que la première question qui s'est posée, c'est, j'ai mis le curseur, j'ai écouté les signaux faibles du vestiaire, on est dans la même synchronisation, on est nous contre la culture du hockey, c'est-à-dire qu'une équipe peut arriver, déjouer les plans, aller plus loin, etc. On est nous seuls contre ça. Ils ont fait corps, ils ont fait union. Mais une fois qu'ils ont perdu ce 7e match, la question qui a dû le hanter pendant un mois, c'est où est-ce que j'aurais pu prendre la décision de changer, de décaler le curseur à un moment donné, de leur dire, vous avez beau être persuadé, ça n'arrivera pas. Parce que peut-être que c'était, moi, je viens en plus, comme les autres n'y pensent pas, moi aussi, et vous êtes un peu moins, pour resserrer. C'est une stratégie utilisée dans le sport qui est acceptable, moins dans l'entreprise quand tu exclus quelqu'un. Ça se passe généralement pas très bien dans le monde du travail, dans le droit du travail, mais en sport, souvent, on joue aussi parfois le staff contre les athlètes. C'est-à-dire non seulement les autres n'y croient pas, mais moi, parce que vous avez peut-être un peu trop confiance ou parce que vous avez pensé que c'était le chemin, mais en suivant ce chemin-là, j'y crois pas. Maintenant, c'est à vous, parce que si autodétermination, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, l'équipe, elle a construit toute la saison quelque chose. Est-ce que c'est assez puissant pour y aller seul? En tout cas, avec moi, mais ça, c'est toujours après. Après, tu te dis, bah, si j'aurais fait quelque chose d'autre, quitte à perdre, j'aurais pu essayer un peu plus d'audace. J'ai suivi mes 7 matchs dans le... Voilà, ça m'inspirait ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que Merci beaucoup. dans l'entreprise, j'en profite. Merci. Le challenge, c'est toujours de discuter avec Romain. Ça y est, on va y arriver. Merci, première victoire. Attends, je me remets dedans. Le premier, donc, putain, je suis perdu. Mais j'en ai une pour moi. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la notion de challenge, c'est cette notion d'exclusion, parce que ça me fait penser à ce qu'on a dans la pyramide de Maslow sur le besoin d'estime, l'estime de soi, et finalement ce besoin d'appartenance. Et tu appartiens à qui, à quoi, quand, et tu peux jouer, tu peux passer d'une tribu à une autre, tu peux te passer de seul à je suis en groupe, et finalement c'est toi ou quelqu'un d'autre qui va te faire sentir un ou plusieurs. Et Mohand, du coup, dans un sport, puisqu'on va faire un parallèle avec la partie natation, la partie natation, on est parfois seul et souvent en équipe. Et Romain nous a souvent expliqué que l'importance de travailler en équipe, mais à la fois, et c'était son propos introductif, de dire il faut que je sois bon, mais à un moment donné, je dois être meilleur que les autres. Dans une discipline comme la tienne, aujourd'hui, cette notion de challenge, elle est ultra importante parce qu'on a des épreuves individuelles, on a des épreuves collectives, on a parfois une notion de groupe quand on voit ces battles où on voit des équipes qui sont les uns avec les autres. Donc, on sait qu'on va envoyer le premier pour aller choper l'autre. Il y a des stratégies derrière tout cela. Comment est-ce qu'on le retrouve dans la danse? Et deuxième question par rapport à cela, qui est plus là, j'ai envie de dire un peu plus pour nous donner des clés. Aujourd'hui, on parle de danse, c'est un sport artistique. Et tu as parlé d'art là-dedans. Ça veut dire quoi aujourd'hui challenger de l'art? Parce que j'aime ce que tu fais ou j'aime pas ce que tu fais, c'est pas une performance sportive. Je fais un 100 mètres en natation, je fais... quel temps il faut faire pour un 100 mètres en natation? Ça dépend au niveau olympique. Chez Romain Barnier, c'est quoi? On espère que Maxime Grousset, pour obtenir une médaille aux Jeux Olympiques, nage 47-20, 47-30. Donc 47-20, 47-30. Ça veut dire quoi en danse aujourd'hui, 47-20, 47? Ça veut rien dire.
Est-ce que c'est comme c'est des preuves artistiques, un peu comme dans d'autres sports maintenant, comme on l'a connu dans le patinage, etc. Il y a des épreuves imposées où il faut faire des gestes particuliers, ce genre de choses. Comment on va sur cette notion de Je suis challenge? pas d'accord, Mathieu. Oh, c'est comme ça. Et après, je laisse pas la parole parce que c'est notre hôte Alors, particulier. c'est Je vais le long juste. débat. Mais la natation, c'est une œuvre. Si tu fais 47-30, ça veut dire que tu as enchaîné une série de gestes parfaits dans un élément et qui va ressembler. Excuse-moi parce que C'est comme ça que tu réussis à les faire nager pendant 15 ans. Sinon, ils arrêtent avant. Hein. Il faut manipuler. Excuse-moi parce que c'est vrai, tu nous en as parlé et j'ai eu la chance d'échanger avec Fabien Gillot la semaine dernière où justement il nous expliquait qu'en fonction du bras, s'il était là ou là, il pouvait perdre 1/10 de seconde. Donc oui, c'est de l'art, excuse-moi. Le sport, c'est de l'art. La compta, c'est de l'art. Le juridique, c'est de l'art. Sortir des bilans, c'est de l'art. On est d'accord? Une partie de la compta, c'est de l'art. Une partie de la natation, c'est de l'art. Et une partie du breakdance, c'est de l'art. Il y a une partie, c'est de l'entraînement. C'est de la répétition, c'est du gainage, c'est toutes les parties. Je pense qu'on partage tout. L'endurance de motivation, la résistance, une partie. Mais il y a une partie après, je crois que la compta, une partie, c'est de l'art de comprendre. Gainer quand vous êtes sur votre lieu de travail. Hop, vous gainez. Hop, on est bien d'accord? Monde. En fait, il a tout résumé. Pour moi, sans art, il n'y a pas d'histoire. Et en fait, pour nous, le break, c'est un alliage d'art et de sport. C'est pour ça que c'est une danse hybride et qui évolue constamment. Mais c'est vrai qu'il y a une façon de voir les choses. On peut dire, oui, le sport, c'est rigide, c'est comme ça. Mais non, chaque sport a une culture. Donc, chaque sport émane d'une culture, évolue avec une culture et une ADN. Et puis, c'est vrai que nous, oui, c'est beaucoup de l'art qui prime. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas trop dans le débat par rapport au collectif à l'individuel. Nous, on est plus collectif. Notre culture, elle est plus collective. Même la vie, en général, c'est collectif. C'est comme ça qu'on réussit. Mais c'est vrai que les JO, et c'est un petit peu le bémol, sans être négatif, ils ont fait des épreuves individuelles. On n'a pas d'épreuves collectives aux JO. Voilà, ça pour C'est culturel. Voilà. Et nous, en fait, ça on l'a eu un petit peu à travers la gorge. C'est pour ça que, avec Stéphanie, on s'est battu aussi, qui était partenaire sur le mondial du breaking. On s'est dit, on va travailler le Breaking Delegation. C'est des délégations internationales mixtes, hommes-femmes. Alors, pour travailler la mixité, c'est vrai, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais aussi pour travailler l'ADN de groupe. Voilà, l'ADN de groupe, c'est-à-dire lorsqu'on va faire des prouesses, on se consulte, on partage la sensation du match, du battle, comme on dit chez nous. Et c'est vrai que là, on le retrouve moins à travers ce côté individuel au JO. Après, pour revenir sur l'alliage d'art et de challenge, je pense qu'il y est constamment dans chaque mouvement, chaque seconde. Donc nous, on est sur 30 secondes. Hein. Alors, il n'y a pas de loi dans le break encore qui est définie. Mais physiquement parlant, les athlètes, ce qu'ils font techniquement actuel, c'est entre 15 et 40 secondes maximum le passage. Voilà, après on est cramé. Vraiment, il faut que l'athlète soit vraiment dans une bulle artistique, mais d'un niveau high level, pour pouvoir atteindre ces 50 secondes, ce palier d'1 minute, qui est très difficile. Il y en a peu. En fait, c'est l'ancienne génération qui arrive à atteindre ce niveau-là. La nouvelle génération, elle est fraîche, et elle est dynamique, et elle va sur la performance sur les 30-40 secondes. Pour faire un tout petit parallèle physio, en athlée, c'est le 400 mètres qui va durer cette durée-là. Quand vous faites des prises de lactate sur un athlète, c'est là où on a le taux de lactate le plus fort. L'acide lactique, c'est la décomposition de l'effort et c'est ce qui brûle quand vous faites du sport. Et donc, en 40 secondes, si vous faites 40 secondes de breakdance avec mon niveau, j'aurais pas très très mal parce que je peux pas faire de la corde à sauter, je vois pas ce que je pourrais faire. Mais à leur niveau où c'est très complexe, où on multiplie les mouvements, en 40 secondes, ça brûle. Et à ce moment-là, il faut rester artistique, il faut rester dans la battle, il faut inventer quelque chose sur le moment. Parce que moi, j'avais plein de questions. Première question, c'est... Et surtout, c'est une question que je pose maintenant, mais dont, à mon avis, il y aura la réponse après les JO. C'est doublement intéressant. Parce que je sais que le sport français se pose la question de comment réussir ce challenge inédit de Paris 2024, puisqu'ils n'étaient pas nés en 1924, la dernière fois qu'il y a eu des Jeux en France. Donc on va aborder tout un ensemble de challenges qui est différent, qui est dû au contexte particulier, parce qu'il faut réussir non seulement contre ses adversaires, mais face à son public. Et c'est compliqué, c'est quelque chose qui
pèse dans l'esprit de tous les entraîneurs et de tous les gens qui pensent la performance. Et la deuxième, c'est comme c'est la première épreuve, qu'est-ce qu'on dit à un athlète qui va représenter la France au JO en lui disant il ne sait pas du tout où il va, il ne sait pas ce qu'il va rencontrer. Donc, à la fois, c'est une chance exceptionnelle parce que c'est vrai pour tout le monde, mais première épreuve, en plus en France, avec la pression, parce que tu as clairement affiché une capacité à supporter la pression, puisque tu as dit ouvertement, ils vont gagner plein de médailles, voire toutes les médailles possibles. Donc, si tu le penses, tu ne dois pas être le seul à le penser dans ton... Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions continues, c'est est-ce que vous avez discuté de ça? Est-ce que la partie du challenge est là, ou alors est-ce que l'esprit de la rue, qui a jamais peur du challenge parce que c'est né dans la rue, c'est peut-être différent de ceux qui sont aseptisés avec du chlore ou qui ont la chance qu'on leur réfrigère une patinoire. Mais c'est vraiment une question sérieuse pour moi, en tout cas, qui m'intéresse en tant qu'entraîneur. Tu viens de nous dire comment vous pensez le challenge qui arrive, qui est le plus grand challenge d'un sport qui a tout à prouver, parce qu'il faut être légitime, il faut se battre pour y être en 2028. Je connais des moments dans l'histoire des JO où il y a des sports qui sont rentrés, qui sont ressortis. Et il n'y a rien de pire. Ouais, Ça a été un débat parce que Los Angeles, a priori, n'ont pas encore mis le break dans leur programme. Mais a priori, il n'est pas figé. Mais nous, déjà, c'est une grosse victoire. C'est une grosse victoire pour nous d'être au JO. Du coup, c'est une belle vitrine. J'ai tous mes collègues, mes confrères. Moi, j'ai pas eu cette chance parce que j'ai pas l'âge en soi. C'est pas une histoire d'âge, mais c'est une histoire aussi d'envie sur mon parcours à moi. Mais j'ai tous mes collègues qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui ont 10 ans de moins que moi et qui sont sponsorisés chez LVMH, qui sont suivis avec Hermès, qui sont suivis avec Danone, avec Samsung. Donc, en fait, ça leur permet aussi d'avoir une belle visibilité et aussi par la suite un vortex qui s'ouvre à eux. Donc ça, pour moi, c'est une belle victoire pour les cultures urbaines, notamment en fait, pour ce sport. Après, la préparation, alors moi, je ne suis pas préparateur physique d'un athlète actuellement. Voilà, nous, on a les champions PACA qui sont chez nous. Ils sont en liste encore. Il reste une étape à Budapest. Mais le parcours, ils ont raté certaines phases de qualification. Donc, c'est très méticuleux, le ranking. Mais en tout cas, pour Danny Dan, qui fait les Jeux, c'est-à-dire c'est le premier représentant français qui était chez nous en 2019-2020. Et après, il a monté sa structure. Je pense qu'il n'a pas peur dû à la rue, parce qu'en fait, il n'a rien à perdre. Et je pense qu'il a une belle pression aussi, c'est un pléonasme, par rapport à tous ses sponsors et à tout ce qu'il peut perdre. Donc ça aussi, c'est aussi par rapport à la rue. On peut tout avoir et tout enlever d'un coup. Mais comme je disais juste avant, le break, c'est hybride et ça va évoluer en 2025. C'est-à-dire même si on n'est pas aux Jeux Olympiques, on sera ailleurs. Et ça, j'y crois dur comme fer parce que depuis le démarrage, ça fait que évoluer. Et c'est vraiment une ADN qui mixe avec tout le monde. C'est-à-dire on peut être sur un parvis théâtral avec le Ballet National, où on a un danseur à nous, avant que la Horde arrive, qui était au Ballet National grâce au break. On a Fatih Benjilali qui a fait le tour du monde et qui fait beaucoup de l'humanitaire avec le break. Et voilà, c'est des beaux parcours de vie. Après, vis-à-vis du sport, bien sûr qu'on a un peu cette peur de partir des JO. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, on va dire. Et tu as dit un truc, rien à perdre. Exact. En fait, le plus compliqué dans un challenge, c'est que généralement, quand tu fixes un challenge ambitieux et long terme, tu progresses au fur et à mesure des étapes et tu accumules, en même temps que la difficulté s'élève pour l'étape d'après, tu accumules des choses que tu dois défendre. Tu gagnes un peu plus d'argent, tu obtiens des postes, tu gagnes une réputation, y a des choses, tu gagnes un réseau, tu gagnes tout ça. Et donc, il y a de plus en plus de choses à perdre si jamais tu rates l'étape d'après. Et donc, tu emmènes avec toi des bagages. Et du coup, c'était intéressant, je trouve. Saison 2 des Spartiates. Saison 2 des Spartiates. Justement, on y va. Se challenger, comment? Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous construisez cela au quotidien? Est-ce que vous créez des nouvelles routines? Évidemment qu'on les adapte à chaque fois, de toute façon, en fonction d'une situation, en fonction d'un athlète. Mais est-ce que vous avez une préparation où vous dites, OK, sur ce challenge, je vais, l'année prochaine, saison 2 des Spartiates, créer des nouvelles routines, refaire l'histoire et dire, bon, on a loupé le match 7 parce que maintenant, avec le recul, on n'a pas fait ça, ou j'ai pas donné les bonnes clés pour la confiance. Comment est-ce qu'on travaille cette notion de challenge pour que finalement le challenge devienne quelque chose d'inné, ou en tout cas d'accepter, et on passe d'une étape à une autre. Et comme le disait Romain, en fait, on a la trajectoire long terme et on va passer d'un challenge A à un challenge B et on y va, on avance, quitte à ce qu'il y ait un échec. On reparlera peut-être un tout petit peu de la notion d'échec pour ensuite pouvoir rebondir. Moi, ma manière de voir les choses, c'est complètement personnelle. Je n'ai pas raison, mais
ce qui me protège de cette angoisse, même pour moi-même, en tant que dirigeant du club, c'est de me défocaliser du résultat et de me mettre sur le process. Et en fait, je me sers de ce que j'ai vécu quand je jouais au hockey. Quand je pensais aux résultats, surtout quand il y avait des résultats importants, quand tu penses aux résultats, tu n'es pas dans l'instant et tu perds le fil. Et la meilleure manière, qui est très dure dans le sport, hein, c'est Nadal, qui pour moi, le sportif qui me fascinait pour ça. Parce que je pense que le secret de Nadal, c'est qu'il était tout le temps à l'instant. Et je pense que donc j'essaie d'appliquer ça déjà moi en tant que dirigeant, de me dire, OK, tout le monde me parle tout le temps. Ouais, c'est bien, c'est la première année, vous avez fait super. Comment vous allez confirmer le verbe confirmer, ça veut dire le résultat. Comment vous allez faire pour faire au moins un résultat comme celui-là, voire un meilleur résultat, puisque vous avez fait ça la première année, sans vous préparer. Là, vous avez le temps de vous préparer, tout le monde va vous attendre. Comment vous allez faire pour confirmer? Confirmer, c'est que tu plantes une obligation de résultat. Et pour moi, c'est néfaste, ça. Et là, et ce que je réponds, c'est que là, je dis, comment on va faire pour continuer à progresser? Comment on va faire pour... Et ça, je parle du sport. Donc, nous, dans le sport, comment on va faire pour nous, déjà nous-mêmes, essayer de faire en sorte de nous améliorer dans la tactique, dans le dispositif qu'on doit mettre en place avec la nouvelle équipe. Comment on va faire prendre conscience aux joueurs qui doivent aussi être dans cet état d'esprit-là. Mais comme moi, je gère l'ensemble du club, comment aussi on peut progresser au niveau marketing, comment on peut progresser dans l'organisation des matchs, comment on peut progresser sur le suivi financier. On est dedans en ce moment. Voilà, c'est essayer d'inculquer une culture dans le club de process, de se concentrer sur la manière de s'améliorer. Et quand tu essaies toujours de t'améliorer, tu te défocalises du résultat. Le résultat est une conséquence de ce que tu mets en place pour essayer de continuer à t'améliorer. C'est la seule recette que j'ai trouvée face à cette angoisse dont parlait très bien Romain, qui effectivement, plus tu avances dans ta carrière ou dans un processus, plus tu accumules d'argent, de lauriers, de réputation, etc. Donc, plus tu as des grosses valises, plus tu as peur de les perdre et de décevoir à l'extérieur et les conséquences que ça peut avoir. Et moi, la seule manière que j'ai trouvée de me guérir par rapport à ça, c'est d'essayer de faire ce que j'ai dit. Surtout que c'est beau, le sport, c'est quand même un art, et là, pour le coup, je le pense vraiment. Et qu'en fait, ce n'est qu'une inconnue au final. On challenge de l'inconnu en permanence, parce que oui, on est année N+1, on se dit, les Spartiates doivent aller plus loin. Oui, maintenant que tu as été champion olympique, tu dois être toujours sur le podium. Sauf que il y a quelqu'un d'autre qui veut te pousser, il y a quelqu'un d'autre qui veut te manger, il y a quelqu'un d'autre qui veut surperformer. Tu as été à un moment donné... C'est les premières questions qu'on s'est posées quand on s'est rencontrés, qu'on a... Exactement. Moi, le terme que j'utilise pour ça, c'est zoom, dézoom. Tu as besoin de dézoomer et de voir loin. Et je suis sûr qu'ils vont faire 2-3 réunions stratégiques sur l'objectif de l'année pour que le club le connaisse, pour pouvoir embarquer, pour créer un message, pour créer une philosophie, pour créer une com, un marketing, ce que tous les sports font. Et après, tu zoomes et tu mets les visages de tes joueurs et tu commences à réfléchir à ce qu'il y a de plus excitant. Tiens, il y a 5 nouveaux joueurs, comment ils vont s'intégrer à mon effectif? Et là, ça redevient plus sympa que de se dire l'année prochaine, je suis attendu 2 fois plus que cette année. Parce que là, tu te dis, ça a été tellement dur, il vient juste d'en sortir, ça a été tellement dur. Après, derrière, la partie que vous n'avez pas du sport que nous, on déteste, c'est la négociation avec les joueurs. Ceux à qui tu dis non, ceux que tu veux qui ne veulent pas venir, et ceux à qui tu dis oui, c'est plus sympa, mais c'est jamais dans les conditions que tu veux. Un peu comme c'est toujours trop cher, ton budget se met en déséquilibre, etc. Donc, quand tu finis la saison, tu passes dans l'enfer de la partie que tu n'aimes pas, c'est construire l'équipe d'après. Et après, derrière, tout de suite, on te dit confirme et gagne. Et donc, il y a une étape, c'est tu reviens sur le sport, tu reviens sur la relation entre tes équipiers, etc. Et là, tu rezoomes, tu mets des visages, et là, tu dis, on va faire un camp, on met une date. Et là, tu commences à te dire, ma première semaine, les mecs vont avoir envie, on est loin de la compète. Et là, tu redonnes une forme d'énergie. À ce moment-là, quand tu en as récupéré assez, et que tu as commencé à avoir des choses un peu plus, tu refais une réunion en dézoomant pour voir loin. Tiens, finalement, c'est pas les playoffs, mais c'est 4e. Tiens, si ça marche, tu fais les scénarios un peu optimistes, là, et après, tu reviens, et puis ta réalité, tu avances comme ça dans ta saison. Mais je crois que j'imagine qu'en tant que chef d'entreprise, tu fais ça tout le temps. Quand ça devient complexe, tu restes pas dans la complexité. Tu fais des réunions, tu prends du monde, tu reviens sur des trucs qui vont te faire du bien. Et puis après, le jour où tu es dans la bonne énergie, tu te dis, OK, ça, le problème, maintenant, je suis prêt, quoi.
Et on fait pareil, parce que sinon, c'est trop complexe. Et je pense que quand vous voulez passer des mouvements en danse, etc., tu répètes pas juste en échouant tout le temps. Tu laisses l'échec passer, tu refais des choses où l'athlète est fort. Et l'art du challenge, je crois que c'est ça, parce qu'une fois que tu adoptes cette approche-là du challenge, bah, tu as dégrossi, tu as une méthode. Parce que si tu pars en claquette, monter une montagne où il pleut et ça glisse, ça va pas marcher. Donc tu commences déjà en essayant d'aller t'acheter les bonnes chaussures, un kawaii. Au début, tu as trop chaud, et puis plus tu montes, plus ça devient utile, quoi. Et je pense que c'est vraiment là. Et après, le challenge devient quelque chose d'absolument excitant, parce que tu sais que toujours, et parce qu'il y a ces deux moments-là, et le passage des deux est absolument exceptionnel. Quand tu as dit à ton staff, on va faire ça, on va être champion d'Europe, on va gagner une médaille, tout le monde te prend pour un fou. Après, quand tu fais ta première réunion, tu commences à expliquer les détails. Puis ils se disent, c'est complètement impossible, mais c'est pas con son plan. Et après, ça devient, allez, moi j'ai envie de m'embarquer. Puis après, ils voient une perf et ils disent, en fait, il a quand même beaucoup plus de talent que ce que je pensais. Et là, il a le doute. Tu as créé le doute positif. Tiens, on y va. Et puis après, c'est une histoire d'homme, de femme. On s'en fout que ce soit de la mixité ou pas. Après, c'est une histoire de talent humain et c'est ça qui va faire la perf. Et donc, on parlait de doute positif. Est-ce que vous avez instauré ou est-ce qu'il y a eu des moments, une nécessité de créer une compétition au sein d'une équipe pour pouvoir aller booster l'esprit d'équipe, l'esprit de compète et aller encore plus loin? La concurrence à l'intérieur. Ouais. Est-ce que c'est sain? Est-ce que vous... Elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là parce que une équipe, c'est à la fois une équipe avec des objectifs communs, mais à l'intérieur de cette équipe, il y a des objectifs personnels, il y a une hiérarchie à l'intérieur de l'équipe, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même temps de jeu, tout le monde n'a pas les mêmes rôles, tout le monde n'a pas le même âge, la même expérience, il y a les vieux et les jeunes qui poussent. Donc la concurrence, l'art de tout ça, c'est que c'est positif, ça, si cette émulsion, elle est positive si elle reste dans un cadre, dans le cadre de l'équipe. Et c'est le management qui doit fixer le cadre de l'équipe. Ok, il y a des fois des joueurs qui se battent à l'entraînement. Hein. Ça arrive. Nous aussi. Ils se battent. Ça arrive pas. Ils se battent, c'est pas... Donc, et des fois... C'est arrivé que de certaines battles, après derrière, ça fait des... Les mouvements où on touche l'adversaire, c'est interdit. Et c'est vrai que des fois, ça arrive par inadvertance, donc ça, c'est pas méchant. Ça arrive quelques fois où c'est tendu, mais les JO nous ont fait du bien. Mais ne perdez pas trop ce côté. Je pense que c'est ça qui fascine l'inconscient des gens. L'ADN du battle. Mais après, voilà, il y a la boxe pour ça, je pense. Mais Ou le plan comptable. Hein. S'il n'y a pas la boxe, c'est le plan comptable. Mais pour finir par rapport à ça, c'est peut-être un peu antinomique de dire ça, mais c'est pas parce qu'il y a deux joueurs qui se battent que c'est mauvais. C'est que des fois, parce que souvent, après, ils se parlent, etc. Et ça fait partie du processus. Et des fois, les coachs laissent faire, restent en dehors, et après, regardent et analysent pour voir s'il y a une suite, quelle est la suite. Souvent, la suite est positive, parce que ça crée un électrochoc, et ça permet de parler, et d'échanger, de continuer à aller vers... Une bagarre devant la machine à café peut être très, très utile. Vous n'êtes pas obligé de l'expérimenter. Tu as juste à surveiller, attendre jusqu'où ça va. C'est ça. On je prendrai les paris, si vous voulez. Pour confirmer ce que dit Jonathan, on travaille avec le staff sur l'équipe de waterpolo sur la notion de partenaire, adversaire, et cette dualité-là. En fait, toute la semaine, ils sont partenaires pour progresser. Et le week-end, on sélectionne. Et donc, ils rentrent finalement, ils sont en concurrence parce qu'ils sont 4 joueurs pour 3 postes. Et donc, à chaque fois, il y a une sélection qui tourne un peu. Et comment faire pour que ça soit de l'émulation, exactement comme tu en as parlé, et de la concurrence saine, et qu'à un moment donné, toute la semaine, il n'y en ait pas un qui fasse semblant ou qui essaye de faire. Et c'est vraiment très complexe, mais c'est plus simple quand c'est détaillé. Ce que le monde de l'entreprise ne fait pas bien. Parce que c'est trop complexe, je pense, à l'échelle de l'entreprise, et parce que nous, on y est confrontés très souvent. Chaque semaine, 2 fois par semaine, parfois, on sélectionne nos joueurs pour les mettre. Il y a 2 sélections par semaine. Donc, les premières fois, ça empêche l'entraîneur de dormir ou le directeur sportif. Et moi, je sais que l'entraîneur, il vient me voir souvent, il me dit, je veux mettre lui et lui. Et le choix est tellement difficile à faire qu'il sait celui qui ne va pas être pris va penser que c'est injuste, etc. Et donc, il y a des postures. Donc, nous, on a mis en place des process, on sait quand on l'annonce. Et puis, parfois, je lui dis, ton process, il ne marche plus. Il est juste. On a une réunion, la liste des joueurs s'affiche, et on a dit qu'on n'en parlait plus. Et que si on en parlait, on n'était pas une équipe de très haut niveau. Une équipe de très haut niveau, ça accepte les choix de la concurrence en interne. Mais parfois, je lui dis,
Il faut que tu réassumes ces choix. Il faut remettre le côté humain dans le choix. Mais c'est comme si, voilà, il y a des gros projets et puis ça tourne en permanence. Et ça crée des situations qui sont à la fois extrêmement complexes et à la fois qui sont l'essence même du challenge. Parce que c'est parce qu'il y a cette situation de concurrence et parce que je l'accepte que je vais mieux m'entraîner toute la semaine. Si je suis face à la personne qui peut me prendre mon job tous les jours pendant 1 an à côté, qu'à la fin de l'année, quelqu'un vous dit je vais choisir un des deux. Si tu le refuses, ça va être catastrophique. Il va y avoir la bagarre dans la machine à café. Si tu l'acceptes, il va y avoir 2 personnes qui seront plus fortes à la fin que si elles l'avaient fait chacun de leur côté dans cette situation d'urgence dont on a parlé un peu au début. Et puis, pour moi, il y a 2, en tout cas, c'est ma conviction. Ça dépend du manager, mais je pense qu'il y a 2 clés pour que tu gardes un équilibre, toi, et un respect en tant que manager. Un, que ce soit juste. Il peut y avoir des tentatives, des fois. Un exemple, tu as un jeune de 18 ans, il est meilleur que ton vétéran de 37 ans. Ton vétéran de 37 ans, c'est ton capitaine, il y a une place sur le powerplay. Le powerplay, c'est quand tu joues à 5 contre 4 adversaires. C'est là que beaucoup de choses se passent au hockey, où tu mets des buts, etc. Tout le monde a envie d'être sur le powerplay. Si ton jeune de 18 ans, il est meilleur que ton 37 ans, vraiment meilleur, que c'est bien visible, et que tu n'as pas le courage d'être juste et de faire jouer le joueur au mérite, pour des raisons qui deviennent... Des fois, ton vétéran, tu dois le préserver, mais des fois, il faut être juste dans tes décisions. Sinon, tu perds le respect de ton vestiaire, et si tu n'es pas juste, ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est quelque chose qui évolue beaucoup, en tout cas dans le hockey. Avant, le hockey, c'était un peu un management brutal. C'est le coach qui décide, il n'a pas besoin d'expliquer. Il décide, c'est le head coach. De la culture, c'était Ouais. parce que c'était la culture globale. Ouais, c'était la coupe. Puis très, très fortement en Amérique du Nord, où c'est un management, voilà, il y a une concurrence, t'es pas content. Si t'es pas content, tu dégages. Un monde sans prud'homme. Ouais, ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a une vraie vague. Les nouveaux managers dans le hockey, ceux qui sont aujourd'hui performants et qui font un peu l'actualité, c'est des gens qui sont très centrés sur l'individu, donc qui font beaucoup de management individuel et qui expliquent les choix. Parce que quand tu dis à quelqu'un tu vas pas jouer, il va pas être content. Et si tu lui expliques pourquoi, tu peux lui donner les outils de faire en sorte que la prochaine fois, il s'améliore pour pouvoir changer les choses. Si tu lui dis pas, moi je l'ai vécu en tant qu'athlète, hein, quand tu joues pas, t'es pas content, tu as tendance à dire que c'est la faute de l'autre, etc. Si on te l'explique, tu as plus de chances de comprendre et de t'améliorer. Ou tu vas mettre le bordel dans le vestiaire. Parce que des fois, pour justifier, il va falloir que tu dises des choses qui sont de l'ordre du devoir de réserve de l'entraîneur. Mais comme tu veux vraiment le justifier, bah, tu lui dis la vérité. Et puis lui, il repart dans le vestiaire en disant il voulait te tester là, il pense pas que tu es meilleur que moi, mais il voulait juste te tester sur Ah non, ce je match. parle de lui. Hein. On parle Ouais, mais que de c'est- la personne en lui-même. Hein. Mais c'est hyper dur à faire parce que parfois, quand tu rentres dans la justification, bah, c'est forcément un moment très important de gens qui passent 8 heures par jour ensemble et puis tu en dis juste un tout petit peu trop. Et donc, c'est un exercice. C'est pour ça que la plupart des anciens entraîneurs ne voulaient pas parler. C'est parce que tu as une peur qui doit être la même que celle de l'entrepreneur, c'est que ça soit le bordel dans ton équipe. Et quand tu es à la veille d'une compétition, c'est très très facile de mettre le feu aux poudres. Alors, nous, comme moi je suis assistant coach aussi, on se répartit les rôles. Le coach décide à moins d'explications et en général dans le hockey, c'est l'assistant qui va faire un peu de micromanagement, qui va expliquer comme ça. Des fois, lui parle, mais il garde un peu plus de hauteur et l'assistant va expliquer. Bon, on sent hein, chez toi, John, la notion de justice qui est quand même le pilier ou un des piliers centraux, puisque tu l'as déjà dit sur tes précédentes interventions. Très souvent, tu fais référence à cette notion de justice ou d'être juste. Et merci pour cela. Justement, messieurs, une question. Si on doit laisser la petite bataille autour de la machine à café, jusqu'à quel niveau on doit la laisser? Quels sont les signaux où vous vous dites celle-ci je dois la laisser, celle-ci je dois pas la laisser? Est-ce qu'il y a des indicateurs chez vous pour se laisser cela? Nous, on a une espèce elle n'est pas écrite, mais on a des, enfin si, elle est un peu écrite, une charte un peu, ouais, un cadre en fait, quelque chose qui cadre. Tant que tu es à l'intérieur du cadre, tu nuis pas à l'équipe. C'est pas les bisounours, donc à l'intérieur, c'est pas on est tous amis, il se passe jamais rien. C'est une saison, c'est 8 mois avec la fatigue, avec du stress, etc. Donc forcément, à l'intérieur de ça, de l'extérieur, ouais, c'est ça. T'as des mecs et tu cherches, quand tu construis une équipe, tu cherches des gens avec du caractère. Forcément, tu vas chercher un équilibre, pas que des gens avec du caractère, mais si tu as peur d'aller chercher, c'est comme dans l'entreprise, je pense. Si tu as peur d'aller chercher des gens qui ont des idées, qui ont des ambitions, qui ont du caractère, tu vas avoir des moutons, ils vont toujours dire oui, oui. Et
t'avances pas. Donc tu cherches des caractères. Mais du coup, quand tu cherches des caractères, forcément, ça bouge. Mais dès que ça sort du cadre, c'est sanctionné. C'est-à-dire que, je sais pas, des exemples de comportements qui sont très individualistes, égocentrés et qui vont contre le groupe et que le groupe remarque. Si tu laisses passer ça, encore une fois, toi, tu perds la crédibilité. Et si tu perds la crédibilité, le leadership, tu n'es plus respecté. Si tu n'es plus respecté, c'est fini. En fait, aujourd'hui, la Fédération française de hockey sur glace a officiellement annoncé qu'il changeait d'entraîneur national. On l'a annoncé là, il y a 2 heures. Et en fait, on a dû prendre cette décision parce que le coach avait perdu son vestiaire, ce qu'on appelle perdre son vestiaire. Et en fait, quand tu perds ton vestiaire, en fait, c'est fini, c'est mort cérébrale. Enfin, et ça peut aller vite, en fait. Et tout ce que j'ai dit avant sur une espèce de justice, de respect, etc. Mais il y a plein d'autres paramètres qui font que tu peux perdre ton vestiaire. Il y a l'usure aussi, il y a plein de choses. Hein. C'est pas spécialement que le mec est un con, hein, mais quand tu perds ton vestiaire, pour moi, c'est fini en fait. C'est fini. Tu dois changer. Soit tu changes tous les joueurs, soit tu changes ton coach, mais c'est souvent irrattrapable parce que c'est de l'humain. Et donc je pense que voilà. Et je pense que le respect, tu l'as si tu fixes un cadre très clair, et si tu es intransigeant avec ça. Si t'as pas le courage, parce que le statut du joueur ou parce que ton président a dit non, lui il touche pas, ou tu perds le respect. C'est une tribu, il y a beaucoup de testostérone, t'es observé. Un coach il se met dans le vestiaire, il y a 25 mecs qui le regardent, ils sont tout le temps en train de t'évaluer. Ils regardent tes faiblesses, ils regardent tes doutes, Donc si tu perds ce respect, cette position parmi eux, mais comme leader, c'est foutu. Donc, Ça fait partie des piliers du métier d'entraîneur. L'athlète a son challenge, l'entraîneur a son challenge. Ça va ressembler peut-être plus à un manager, mais un manager, quand il manage des équipes, il ne doit jamais perdre de vue, il agit comme un bon entraîneur, que dans les paramètres très importants qu'il doit prendre en compte, il y a l'évaluation par ses athlètes, l'évaluation par les gens qu'il manage. C'est vraiment, chaque fois que j'ai discuté avec un bon entraîneur de sport co, il a ça en tête et ça guide beaucoup. Une bagarre, c'est pas grave. Et même s'il y en a un qui part à l'hôpital, tu fais du hockey ou tu fais du water-polo, de toute façon, tu pars à l'hôpital après des matchs. Donc, au contraire, ça fait partie du chemin que tu as accepté, quoi. Mais par contre, si dans ce qui a initié la bagarre, il y a quelque chose d'injuste, les équipiers vont attendre que tu régules. Pas que tu protèges celui qui a pris un coup, mais que tu régules ce qui a créé une injustice ou qui a manqué d'éthique ou qui a manqué au cadre. Et ça, tu dois intervenir. Tu peux même dire, je suis content que vous soyez rentré dedans, ça va très bien, et si tous les autres ont des problèmes, faites-le, parce que je ne crois pas qu'il y ait une très grande victoire collective. C'est pour ça que ça m'énerve énormément quand parfois le journal L'Équipe rentre dans le football et dit il y a des tensions dans le vestiaire. Parce qu'en fait, pour moi, c'est significatif de quelque chose de possiblement intense et donc qui a du sens. Si tu partages un projet d'ambition énorme avec des gens, imaginez-vous dans votre cellule familiale, vous avez le droit de vous engueuler, ça arrive même très souvent, quoi. Vous imaginez une famille qui ne s'est pas engueulée pendant 3 ans ou 4 ans en vivant ensemble? J'ai pas du tout envie de vivre dans cette famille-là, même si dans la mienne, on s'engueule trop, quoi. Et donc, ça fait partie de l'équilibre. Je rajouterai sur ce que tu as dit sur l'évaluation que l'entraîneur est jugé sur la façon dont il gère les leaders plus que les jeunes. Donc, dans l'ancien monde, on tapait sur les jeunes, comme ça, là, ils régulaient comme ça en permanence. Je suis de mauvaise humeur, j'engueule les jeunes. Et je parle jamais aujourd'hui dans les nouvelles générations qui ont raison, qui poussent vers des comportements plus vertueux. Aujourd'hui, tu es surtout évalué sur ta capacité. Et je pense que c'est inconscient, mais le 18-37 ans, mais à un moment donné, s'il y a un mec de 35 ans qui fait une erreur, il doit se faire engueuler. S'il a 18 ans, il n'a pas besoin de se faire engueuler. Alors que dans le monde d'avant, on engueulait celui qui faisait... Parce que ça régulait, ça montrait l'exigence. Pour réussir, il faut être exigeant. Mais aujourd'hui, pour réussir avec les générations d'aujourd'hui, il faut être exigeant avec celui qui sait ce qu'il faut faire et qui ne le fait pas, plutôt qu'avec celui qui le découvre. C'est vrai. Monde, un commentaire particulier par rapport à ça? Moi, je suis ravi d'être parmi vous déjà aujourd'hui. J'ai eu une journée chargée, mais je suis désolé pour le retard. Mais en tout cas, je fais un lien avec le lieu qu'on est. Je pense que le challenge aussi, c'est l'image de soi constamment. Donc, quand je vois vos profils qui sont super intéressants, je pense que vous soignez aussi l'image au quotidien. Et c'est votre challenge aussi. Déjà, la façon dont vous vous exprimez, le vécu que vous avez, je pense que c'est un travail de tous les jours. Et je pense qu'en société aussi, le challenge, c'est d'être à l'heure, de faire son travail et d'atteindre l'excellence. Après, pour le climat,
c'est bien, voilà, la sauce pimentée, de mettre un petit peu le côté Chartres. Nous, on a le cahier des charges avec un respect du vestiaire. Nous, on n'a pas de vestiaire parce qu'on était dans la rue, quoi. Mais voilà, on a nos sacs à dos, nos poses, mais il y a un code. Et je prends Zidane, admettons, parce qu'on est au Z5. Je pense que voilà, j'étais invité au Z5 là, sur Univers Football. Et quand on voit jouer Zidane, il est exemplaire. Et en fait, c'est ça le challenge aussi. Et nous, on a une phrase, parce qu'on a fait une collection d'habits toute petite, hein, qui s'appelle Be Original, pour stipuler Original Rocker. C'est en fait, c'est le slogan, c'est le plus important, c'est la durée. Et en fait, je me retrouvais dans vos dires, parce qu'en fait, il faut durer dans le milieu sportif, dans le milieu de l'entreprise. Il faut savoir vivre ensemble aussi. C'est le slogan de mon collègue. Si on peut danser ensemble, on peut vivre ensemble. Mais je pense qu'il faut atteindre l'excellence au quotidien. Au quotidien, et puis même la pression, il faut la gérer tout le temps dans le positif. Je pense que la concurrence, elle peut être saine dans l'entreprise comme dans le vestiaire. Après, voilà, on fait du sport, on ne fait pas les bisounours, donc il faut atteindre l'excellence. Mais je pense de soi-même pour arriver aussi aux résultats sportifs. Et Zidane, c'est l'image. Enfin, je vois ça parce que je vois le Z5 depuis tout à l'heure en face de moi et je me dis que c'est l'image. Voilà, il a fait un lieu pour les jeunes d'excellence. Il a eu une carrière d'excellence avec des hauts et des bas, mais il a toujours su, et là où il passait, à mettre l'excellence dans son coaching, et parce qu'il avait le respect, comme vous disiez, des meilleurs. On prend CR7, il vénérait Zizou. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a eu la réussite au Real de Madrid. Donc c'est important, je pense que, comme vous dites, le regard de l'entraîneur vis-à-vis du meilleur de l'équipe ou vis-à-vis de la star, vis-à-vis même du groupe. C'est important. Mais ça passe par l'excellence de soi-même, je pense. Et je pense que ce qui manque au monde de l'entreprise, c'est la première fois que le principe de sélection en sport, je pense que quand je pense à Jonathan, il dit souvent « j'ai été athlète ». Il a souvent été dans une situation où il a été jugé, sélectionné ou non sélectionné. Donc ça se marque au fer rouge par rapport à... Et les fois où c'était injuste, parce que parfois c'est injuste. Alors parfois c'est juste, mais incompréhensible par l'athlète. C'est-à-dire que l'athlète, il regarde avec son prisme, et l'entraîneur regarde avec un prisme. Des fois, l'entraîneur, il va dire « je veux être prêt dans 3 semaines, et donc je vais faire jouer quelqu'un là pour qu'il prenne un premier billet d'expérience, je ne vais pas le faire jouer le match d'après. » Et là, alors que sur ce match-là, l'autre était plus fort. Mais tu as besoin pour des besoins qui dépassent simplement une personne. Et parfois, c'est au contraire l'inverse. Et je pense que quand tu as été comme Zinedine dans le vestiaire longtemps, et on pose souvent la question, moi, est-ce que tu as besoin d'avoir été un sportif de haut niveau pour être un bon entraîneur ? Donc, c'est ça que je voulais venir. Je pense qu'on a besoin d'avoir pratiqué le sport pour comprendre la culture, pour avoir une chance d'être bon et surtout être passionné. Mais je crois que dans les sports co, c'est vraiment un avantage pour travailler. Je ne vois pas comment quelqu'un, c'est la question que je me pose parce que je viens de la natation plutôt que du water-polo, et je me rends compte devant vous de plein de carences là-dessus. Quand tu n'as pas vécu la sélection, quand tu n'as pas vécu le vestiaire, etc., je l'ai vécu quelques fois en relais, mais nous, c'était chronométrique, donc c'est beaucoup plus difficile de faire injuste. Comment à un moment donné tu peux vraiment comprendre ce mécanisme. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant parce que toi, tu le ressens, tu parles de justice et j'ai l'impression que lui, il peut te dire les 10 fois où ça a été injuste, il peut te les lister les 10 fois où c'était injuste dans sa carrière et où ça fait tellement mal que tu feras pas ça aux autres. Et je trouve que ça, en entreprise, parfois, la sélection, on ne sait pas sur quoi on est sélectionné parce qu'il y a des temporalités différentes dans l'entreprise. Des fois, il y a quelqu'un qui s'en va, donc quelqu'un monte, mais c'est pas forcément du mérite. On remplit un besoin de l'entreprise. Là, on prend 20 mecs et on leur dit, vous allez vous battre tous les jours pour être après sur la feuille de match. On connaît les règles et des fois, et la plupart du temps, vous allez être copains et quelquefois, ça va faire très mal et surtout pendant les playoffs et surtout quand tu n'es pas dans le power play. Et surtout quand ta famille est dans les tribunes et qu'elle ne te voit pas une seule fois dans le power play alors que pendant 2 ans, tu y as été et que c'est vraiment dur pour l'ego, quoi. Et tout ça, tu manages ça et c'est ce qui se passe dans des choix d'équipe et dans des batailles. Il y a un truc que je voudrais rajouter sur le challenge, je sais pas, j'y pense maintenant, je vais vous le dire, mais il y a un truc qui sort un peu de cette discussion, mais qui pour moi est un vrai problème en France et qui n'est pas aux États-Unis, c'est la vision de l'échec. Et en France, on a échec, c'est vraiment c'est humiliant, on a honte, on a une estime de soi qui descend très bas, on est jugé aussi par l'extérieur. Aux États-Unis, tu as plus de chances d'être recruté si sur ton CV, tu as des échecs que si tu n'en as pas. Ils vont choisir plus de gens qui ont essayé mais qui ont échoué. Et nous, en France, comme on a cette culture-là, c'est vrai mais ça a un impact. On se demande pourquoi les Américains gagnent toujours. Pour moi, il y a une grande raison qui est là. Il y en a d'autres, la culture, mais pour moi, il y a quelque chose là. Et
Et dans l'entrepreneuriat, moi, il y a vraiment un lien très fort entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat, parce que c'est deux choses très intenses, où on prend des risques, où on se met en danger. Et c'est pour ça aussi qu'il y a les plus grands entrepreneurs sont aux États-Unis. Parce qu'ils ont une vision, ils essayent. Ils savent, s'ils échouent, ils recommencent. Et on prend souvent des exemples de grands entrepreneurs très connus. On pense qu'ils ont gagné des milliards du premier coup, mais souvent, quand tu regardes leur background, ils ont échoué plusieurs fois. Et je pense que si on arrivait à cultiver même à l'école, ça va jusqu'à dans l'école, on te note. Si t'es pas bon, tu as des mauvaises notes, on te stigmatise et on rend les notes du plus haut au plus bas. Et on a cette culture qui est ancrée. Et du coup, nos jeunes générations vivent avec cette peur de l'échec parce que ça a des conséquences. Alors que pour moi, et je pense que pour beaucoup de monde, l'échec, c'est une opportunité de s'améliorer. Et je pense que dans le challenge, parce que en breakdance, je suppose que tu réussis pas du premier coup. Et si tu t'arrêtes après le premier coup, tu fais jamais ce que vous faites. Donc, je voulais le mentionner parce que pour moi, c'est vraiment un problème culturel qui est très proche dans le challenge, cette notion de l'échec. Et alors justement, est-ce que on va aborder un peu cette notion d'échec pour notre dernier temps. Est-ce qu'on a besoin de dire que c'est un échec? Est-ce que vous notifiez l'échec ou est-ce que vous essayez toujours de le transformer en expérience positive en disant, écoute, là, t'as pas fait le bon mouvement, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. C'est pas un échec, c'est juste l'étape 1 avant la réussite. Comment est-ce que est-ce que vous le transformez, vous le matérialisez? Comment ça se passe? Il ne s'agit pas de dire que c'est bien alors que c'est pas bien. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est ça. Ouais, là, si on repart dans le sport, ouais, là, ce match-là, ça allait pas, ça allait pas. Tu donnes les clés pour que ça aille mieux et tu dis, mais moi, je sais que tu es capable de faire ça. Mais là, regarde, c'est pour ça que ça marche pas. Et puis c'est des fois très dur parce que, surtout avec les jeunes joueurs, tu as l'impression que tu leur dis, si je lui ai dit, il va le faire. Mais bon, c'est pas si simple que ça, l'apprentissage. Et donc, c'est la répétition et il faut prendre le temps de répéter. Et à un moment donné, et là, c'est satisfaisant. C'est quand il arrive à un match et et il s'en rend compte et il est content. Il a compris, parce qu'au début, il a compris, mais il a eu du mal à appliquer, parce qu'après, le faire sur le terrain, il y a d'autres acteurs qui essaient de te frapper. Le hockey, ça va très vite en plus, donc c'est très rapide dans les prises de décision. Donc l'appliquer, quand on te l'explique, il va comprendre, mais quand tu vois qu'il y arrive et qu'il comprend que ça l'améliore, là, tu as une vraie satisfaction. Mais non, pour revenir à l'échec, il faut donner, pas dire c'est un échec, mais donner une vraie vision de la situation et essayer de lui donner les clés pour justement s'en servir pour aller plus loin. Moi, l'échec, c'est surtout, je le relirai, mais je ne sais pas si on a déjà parlé, capital de détestation de la défaite, quoi. Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous faites pour faire en sorte que votre réservoir, chaque fois qu'il y a une défaite, provoque une énergie à chaque fois toujours plus grande pour avoir envie de se surpasser la fois d'après? On a bossé pour les Jeux de 2024. Claude Onesta, dans son message profond au coach, il dit « Vous les coachs, à 6 mois, vous en êtes où de votre capital? Si jamais votre athlète ne réussit pas, qu'est-ce que ça ferait ?» Et tous les jours, ça doit faire de plus en plus mal. Jusqu'à à peu près 2 semaines où après, on ne pense plus aux résultats. Parce que là où je suis d'accord et pas d'accord, je vous ai dit zoom, dézoom. Il y a toujours en filigrane la performance. Et sinon, l'activité commune, elle commence à partir du moment où il y a un objectif et on parle de perf. Mais après, c'est comment je m'en attache et je m'en détache en permanence. Et les grands champions, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, Zinedine, avant tout, c'est quelqu'un qui déteste perdre plus que quelqu'un qui a envie de gagner. C'est juste pas acceptable de perdre. Et donc, du coup, quand tu te bats contre ce type d'athlète-là, en fait, c'est compliqué parce que quand tu as envie de gagner, il y a toujours ce moment où si jamais je gagne, je vais être content. Et lui, en fait, il est à l'inverse. C'est-à-dire, quand il est en train de gagner, ça crée rien chez lui. Juste, c'est au moment où tu te rapproches de le battre que ça crée une énergie et il va défendre. C'est pour ça que ceux qui gagnent en tennis, c'est pas ceux qui ont envie de gagner, sinon ils auraient peur au moment de servir, ils perdraient toujours, ils se rapprocheraient. Mais c'est celui qui va refuser de perdre. Donc tu peux l'amener jusqu'à la balle de match et à un moment donné, il te battra en 5-7. Parce que c'est au moment où il va se rapprocher le plus près de sa peur qu'il va être le plus animal et parce qu'il est construit comme ça, quoi. Et donc, alors il y en a qui l'ont en eux. Moi, je l'ai découvert, Lacour et Manodou, c'est les deux qui sont champions du monde ou olympique en individuel. C'est ceux qui détestaient le plus dans tout ce qu'on faisait. Et on a fait une épreuve de karting une fois. Quand vous mettez un mec de 2,02 m, 80 kg sur du karting avec les genoux qui dépassent, et un mec de 2 m, 108 kg qui veut gagner en karting, le karting il touche par terre. Et donc ça fait des étincelles. Et ils ont fini de 2e et 3e. J'ai un garçon qui est moins bon en natation, mais qui pesait 60 kg, pratique pour le karting.
qui les a battus, ils étaient énervés à un point. Et j'ai envie de lui dire, mais t'as 48 kilos de plus, ton karting va moins vite. Il m'a dit, c'est pas grave, j'aurais pu prendre des meilleures courbes. Il veut pas comprendre, il veut pas perdre. Et que ce soit du karting, de la natation. Et à un moment donné, ça, quand tu te retrouves en finale des Jeux Olympiques et que tu as les 7 mecs les plus forts du monde face à toi et que ça va durer 15 minutes et que ta vie va en dépendre, c'est beaucoup plus facile d'avoir la pensée, ah, j'ai fait de mon mieux, quoi. Et puis si ça marche pas, j'ai vraiment quand même vraiment donné tout ce que j'avais. Si tu penses ça, t'es mort. Et si jamais ça se passe bien, si les mecs, t'es mort. Si par contre tu te dis, il est hors de question que je perde cette course, tu les regardes les uns après les autres, tu dis, je suis ça, je vais vous faire mal, et que tu arrives à t'en convaincre pendant ces 15 minutes, tu sors, il y a 20 000 personnes, il y a 800 millions de personnes qui vont te regarder à la télé, tu t'exprimes comme s'il y avait personne qui te regardait, ou juste les gens que tu as envie d'avoir. Et je pense que c'est là l'échec, en fait, c'est dans sa relation. Et je rejoins Jonathan, et je suis sûr qu'on a des trucs super intéressants, parce que quand tu es né dans la rue, c'est beaucoup plus d'échecs avant de connaître les premières victoires. Et je pense qu'il doit avoir à peu près la même chose que moi, c'est que tu as plus peur de la victoire que de l'échec, sur ce que ça va créer, plus peur du mec qui va signer un contrat et te dire qu'il va oublier un peu d'où il vient, qui il est, continuer à aider parce qu'il rentre dans un monde bling, plutôt que celui qui est là tous les jours et même quand il échoue, il se bat, qui est plein de valeurs et qui aide les autres, etc. Donc Alors, c'est une phrase qui marque Romain. J'ai fait de mon mieux. Est-ce qu'il y a des phrases chez vous qui sont interdites? Parce que justement, faire de son mieux, finalement, c'est le meilleur moyen d'avoir quelqu'un et de le projeter vers quelque chose de moyen. Est-ce que vous êtes interdit des phrases comme ça dans un vestiaire, dans une équipe, dans des compètes? Il y a des mots comme ça clés si c'est vrai, c'est génial, parce que c'est en fait tout ce que tu peux attendre d'un athlète, c'est qu'il fasse de son mieux. Si l'autre a été plus fort, les grands champions, ils vous disent que quand ils ont perdu contre quelqu'un qui est plus fort, la seule chose que tu vas faire, c'est progresser et le battre d'après, c'est la seule chose que tu peux faire. Moi, j'appelle ça incantatoire et expiatoire, quoi. Incantatoire, c'est j'espère que ça va bien se passer, et expiatoire, c'est de toute façon, j'ai fait de mon mieux. Une fois que tu as ça, tu as le passé, j'ai fait de mon mieux jusqu'à là, et expiatoire, incantatoire, c'est j'espère que ça va bien se passer, c'est le futur. La perf, elle est dans le présent. La battle, elle est dans le présent. Elle est en communion avec l'adversaire. Tu ne feras jamais une aussi belle battle, tu me dis si je me trompe, que si la personne que tu idéalises et que tu détestes le plus au monde, c'est-à-dire ton adversaire en finale des JO, fait une super prestat 40 secondes avant. Il va se passer un truc dans ton corps, soit ça va te submerger et il faut que tu retravailles 4 ans, soit ça va te transcender et tu vas découvrir que tu es un super héros. Tu le savais, mais le jour où tu le réalises vraiment. Et là, on parle plus de j'ai fait de mon mieux ou j'ai pas fait de mon mieux, quoi. Et ton coach, qui est expert aussi, ou les gens qui t'entourent, quand ils voient la battle d'en face qui a un niveau stratosphérique, beaucoup plus que ce que tu avais programmé comme niveau de difficulté, toi, tu as fait ton truc, tu n'as pas besoin de dire j'ai fait de mon mieux. Il y a des silences qui valent toutes les phrases. Et quand quelqu'un te dit j'ai fait de mon mieux et que tu sais que c'est pas vrai, bah, la relation, elle est finie pour toujours, par contre. Donc, je sais pas s'il y a vraiment des phrases interdites. Je sais une chose, moi, qui m'inspire, c'est qu'on a commencé à gagner des médailles en relais en natation quand les athlètes ont arrêté de demander leur temps individuel à l'intérieur du relais. Au début, dans notre culture, chacun veut savoir ce qu'il a fait. D'abord parce qu'il s'est senti bien, donc il veut voir s'il a nagé vite, ou au contraire, il veut savoir si c'est lui qui a nagé moins vite des 4. Et donc, ils étaient dans ce phénomène individuel à l'intérieur d'un parcours collectif. Et on a beaucoup bossé dessus. Et à un moment donné, on leur dit, est-ce que vous êtes capable de ne pas demander vos temps et de ne pas savoir ce que vous avez fait jusqu'au lendemain matin? Aujourd'hui, il y a plus de réseaux sociaux, c'est dur, les trucs arrivent, mais ils ont commencé à bosser dessus. Et en fait, à un moment donné, ils ont oublié leur performance individuelle pour le collectif. Et surtout quand tu as compris qu'en sport co, tu n'es jamais le héros de tous les matchs. Le héros, ça tourne. Les situations, elles tournent. Le match, il vient vers quelqu'un. Et donc, tu as compris, tu arrêtes de te demander est-ce que je suis le bon ou je suis pas bon, parce que la fois d'après, sinon, c'est soit une pression supplémentaire, soit juste une revanche. Tu n'es jamais dans l'esprit de l'équipe, quoi. Et pendant 3-4 ans, en fait, ils me demandaient plus. Et à chaque fois, il y avait des mecs qui faisaient des performances moyennes, d'autres qui faisaient des performances absolument exceptionnelles. Et le relais, pendant 4 ans, il a gagné. C'est jamais la même personne qui a été le héros du relais. Une fois, c'est Agnel, une fois, c'est Bousquet, une fois, c'est Gillot. Et ça n'a jamais été les mêmes. Et donc, l'essence du collectif, elle est là. L'abandon de soi pour le groupe, c'est ne jamais se dire est-ce que moi, c'est bien ou pas, quoi. Quand tu poses cette question, est-ce que j'ai bien fait? Ok, mais t'es pas dans le très haut. Pour moi, t'es pas dans le très haut challenge. En tout cas, c'est ce on a réussi à travailler et qui est vraiment important aujourd'hui. On n'a pas de, je vois pas de phrases interdites. Nous, c'est plus des comportements. Pendant les matchs, on observe surtout le body language et le comportement sur le banc. Parce que quand tu es sur le banc, les joueurs sont là, donc tu les entends. Ou sur la glace, le body language, la manière de réagir dans des situations où on identifie les choses qu'on ne veut pas voir et on recadre dans ces cas-là. Mais c'est pas
pas vraiment des paroles, il n'y a pas des mots spécifiques. Mourad, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a des mots interdits dans votre pratique? Bah, nous, en fait, c'est là où le côté artistique il est vraiment différent et peut-être un peu plus accentué. C'est que on danse beaucoup à l'émotion. Donc en fait, si on n'est pas bien psychologiquement ou quelque chose hier s'est mal passé, notre corps il va pas fonctionner de la même manière. Mais je pense que pour les athlètes de tout sport, c'est aussi le cas. Mais artistiquement, comme nous, on danse quand même. On prouve avec notre corps, on bouge avec notre corps. Les sportifs, bah, je prends admettons la natation, ils bougent avec leur corps, mais ils sont dans l'eau. Donc en fait, il y a l'eau qui les couvre. Nous, on est vraiment à l'image du public, on est à nu, quoi. Vous vous levez, vous dansez, il y a toute la salle en rotation qui vous voit, donc il y a une émotion forte qui se prend. Et si mentalement, ben, on n'est pas prêt ou on est un peu affaibli, ça va se ressentir sur les performances. Après, ils ont tout résumé, je pense, dans les détails. Moi, ce que je dirais dans l'auto-évaluation, pour avoir amené des sportifs à la Coupe de France, au Championnat d'Europe, avec l'équipe de France où j'étais dedans, ben, c'est l'auto-évaluation de vos passages aussi. Comme nous, ça marche par round avec les EQS. Du coup, à chaque fois qu'on sortait dans le vestiaire, on était dans... Les EQS, c'est le circuit olympique. Voilà, c'est-à-dire on doit gagner plein d'étapes pour arriver à Concorde, à Paris. Et en fait, à Manchester, j'ai ce souvenir où notre danseur, Danny Dan, a été champion d'Europe. Et ça m'a fait plaisir parce que nous, on n'a pas eu la même vitrine. Nous, on a été champion d'Europe dans des époques où il n'y avait pas YouTube, ça ne publiait pas. Et là, en fait, il y a tous les sponsors, tout ça. Donc, c'était cool pour lui. Et voilà, l'auto-évaluation, c'était surtout lui qui la faisait. Comment ça s'est passé ton match? Pourquoi tu as perdu le point? Et nous, on donne la place au sportif qui va faire le reflet. Après, nous, on dit, bon, tu as peut-être raison là, mais moi, je pense que là et là, ça allait pas. Et en fait, ça le corrige et ça lui donne une place aussi. Et je pense qu'en société, pour faire le reflet, je pense lorsqu'il y a une erreur, c'est bien que le directeur peut-être laisse la place aussi à l'employé de communiquer. Même s'il y a un gros stress financier, même s'il y a des obligations, je pense que ça peut être important et même vous, ça vous considérerait. Et je pense que nous, on l'a humainement parlant, parce que voilà, Tu l'as par obligation. on l'a par obligation, on a le même sac à dos, du coup on arrive, c'est ensemble, on communique fortement. Et après, voilà, on clôture la discussion, comme tu disais, avec une équation et une expertise extérieure. Parce que lorsqu'on danse, on peut se dire, ouais, moi, j'ai pas levé la main là, j'ai pas été rapide, mais en fait, tu t'es pas vu danser. Nous, on a l'œil extérieur, donc on va faire ce complément d'information Vous faites de supplémentaire. la vidéo aussi ou pas? On fait de la vidéo aussi. Ça, c'est le meilleur moyen de montrer aussi. Parce que Ouais. c'est- Depuis peu, parce qu'en fait, Et là, oui. c'est ça. La vidéo, ça nous a beaucoup fait évoluer. On n'avait pas cette obligation, mais je pense que les réseaux sociaux, tout ça, nous a amené que les compètes sont filmées et on voit nos passages. Du coup, on se dit là, c'est bien, là, c'est pas bien. Donc, c'est un bel outil. Et oui, le êtes seigneur bridé. Prudhomme est repassé par là pour Vous la- êtes, pour la ouais, vous êtes bridé parce que chaque fois que tu fais quelque chose, si c'est filmé et qu'après tu revisualises ce que tu as fait de bien et de mal dans le monde de l'entreprise, vous serez comme nous. Est-ce que vous avez des questions, puisqu'on va essayer de tenir le timing? Il reste 2 minutes. Une question pour notre panel aujourd'hui, avant de conclure. Ils veulent aller faire du sport. Vous avez tous envie de faire du sport? John? Bah vas-y, allez. De toute façon, le plus dur, comme d'habitude, c'est la première. Hein, donc, Qu'est-ce qu'on dit à un athlète 5 minutes avant qu'il rentre? Quand on est dans le vestiaire, quand on est juste au moment d'y aller, à 30 secondes de la dernière course de sa vie, par exemple, pour pas citer un Julien Valour, par exemple. D'abord, tu as un travail à faire sur toi. Tu dois te persuader que ce qu'il va faire, c'est exceptionnel. Parce qu'au-delà de tout ce que tu vas lui dire, c'est la proximité à ce moment-là et l'énergie que tu vas dégager non verbale qui va être bien plus puissante que ce que tu vas lui dire. Si tu lui dis tu vas réussir alors que toi tu le penses pas, il vaut mieux pas t'approcher de l'athlète, laisse-le tout seul. Donc ça, je pense que c'est très important. Donc, ce travail, il est là, il est d'y croire toi ou d'aller chercher des choses sur lesquelles tu crois et de lui dire ce que tu ressens vraiment. Mes plus mauvais speech à des athlètes ont souvent été les meilleurs parce qu'ils étaient forts d'une simplicité, mais surtout parce que j'avais même pas besoin de le dire, j'étais sûr que ça allait bien se passer. Et tu viens te rapprocher de la victoire, tu viens la sentir pour lui, quoi. Et il sent ça, et du coup, t'as fait le petit truc, juste tu lui as peut-être empêché de penser 30 secondes de plus. Et donc tu l'as protégé contre ce qui pourrait empêcher tout le travail de se mettre en vue devant tout le monde. Parce que généralement, quand tu as une grande perf, en fait, il s'est passé des choses exceptionnelles dans la construction de cette perf. Et donc, tu es animé de curiosité. L'entraîneur de Léon Marchand, ils ont gagné les NCAA il n'y a pas longtemps. Donc, en équipe, c'est assez compliqué. Et donc, le journaliste lui dit « Félicitations, vous êtes champion NCAA ». Il dit « Non, on est champion NCAA depuis 4 ans. Vous le savez depuis aujourd'hui ».
Ça fait 4 ans qu'on fait ce qu'il faut pour aujourd'hui. Et en fait, c'est souvent ça. Donc, si ton parcours il a été bon, il y a ça. Le champion, il est déjà là. Et donc, tu dois juste apporter les petites touches. Tu n'es pas à coacher l'ensemble, etc. Tu reviens dans un rôle qui est beaucoup plus simple à la fin. Le rôle d'entraîneur, à la fin, c'est rien. C'est pas le fan, mais c'est juste, tu dois juste pouvoir donner de l'énergie positive à ton athlète. Tu ne vas pas commencer à lui expliquer à 5 minutes, attention, si tu fais ça, attention, on va faire ça. Ça, c'était avant, dans les débriefs, dans tout ça, quoi. Donc, à 5 minutes de Julien Valour, ne lui écris pas. Il sera dans la chambre d'appel, donc il sera sans son téléphone. Mais le matin ou à une demi-heure, lui dire je le sens bien, moi, ça, ou un truc comme ça, je sens ta perf là. Tu vois, ou un moment que vous avez vécu ensemble qui a été très positif et tu viens l'amener une pensée positive à ce moment-là où il va avoir un peu de stress. Pas trop quand même, parce qu'il est là surtout pour le plaisir, quoi. Au niveau d'une équipe collective, c'est un peu la même chose en fait. Avant un match, il y a 2 meetings, 2 prises de parole des coachs. On alterne un peu en fonction de nos ressentis. Le premier, on rappelle les grands points tactiques, c'est 2 heures avant le match. C'est les grandes lignes qu'on a, sans leur prendre la tête, mais les grandes lignes par rapport à la stratégie de l'adversaire. Et 5 minutes avant de monter, on est là-dedans, et là, c'est pas écrit. Enfin, ça dépend de la situation, ouais, comment s'est passé l'autre match, comment s'est passé le match avant, dans la tendance dans laquelle tu es. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose contre cette équipe-là? Est-ce que tu as déjà battu? Donc les leviers, tu vas les chercher en fonction du contexte. Et là, ils sont très émotionnels, pour essayer de mettre l'équipe en condition, un peu comme vient de le dire Romain sur un athlète. Il est vraiment des petits leviers pour les envoyer, quoi. Parce qu'ils sont déjà, de toute façon, tout est fait. Enfin, c'est plus la peine, tu peux plus leur prendre la tête. C'est les petites étincelles que tu peux trouver pour essayer de les accompagner vers vers un bon match, quoi. C'est exactement pareil, mais collectivement. Les étincelles. J'ai bien aimé le mot les étincelles. En fait, tout a déjà été travaillé. C'est vraiment la lumière qu'on peut mettre comme peut-être du sel sur les pâtes en complément, si on les a goûtés avant, que lui, il les goûte. C'est vraiment ça. En fait, le travail, il a été fait. S'il a été bien fait, bien sûr. Hein. Après, s'il a été mal fait, ben, le résultat, il en sortira. Mais en tout cas, ouais, il faut faire confiance, je pense, à son athlète aussi. Lui donner confiance, humainement parlant, ça, je pense, ça lui fait x2 sur le résultat. Si on a confiance en lui, je pense qu'il passe un step supplémentaire. Et je pense qu'au travail, c'est pareil. Merci. Vincent? Pardon, vas-y. Et je disais, il faut accepter que ta perf individuelle, elle passe dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, c'est une forme de lâcher prise. En fait, tu n'as pas le contrôle sur ce qui va se passer. En fait, quand tu veux dire des choses, c'est que tu essaies de garder le contrôle le plus longtemps possible. Alors que c'est l'inverse que tu as enseigné à ton athlète pendant 1 an, c'est-à-dire l'autonomie, lui apprendre à faire seul, etc. Donc, ces moments silencieux où tu te poses juste à côté, là. Et si vraiment tu sens quelque chose de fort, tu interviens. Mais des fois, c'est juste être à côté à ce moment-là en disant, on en vit combien des moments avant une Coupe d'Europe, un championnat d'Europe où tu es assis à côté de ton athlète? C'est des milliers d'heures d'entraînement et tu passes 3-4 fois dans ce moment spécial. Ces 5 minutes-là, c'est juste à vivre avec de l'expérience. Au début, tu en fais trop et après, tu te dis juste, ouais, je sais pas combien je vais en revivre et tu prends juste ton kiff pendant un quart d'heure, quoi. John, toi qui manages les sportifs et qui manages des collaborateurs, donc tu as une double vision. Pour toi, c'est pareil ou tu utilises des leviers différents? Il y a des choses qui sont similaires, que j'utilise dans les deux, qui me servent du monde du sport. Il y a des choses qui sont quand même différentes. La chose différente, c'est que le monde du sport, tu as la chance d'être certain que tout le monde est animé par une passion, ce qui n'est pas toujours vrai dans d'autres domaines. Il y a des gens, hélas, moi oui, je dis hélas, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui font un travail juste pour manger, en fait, pour survivre. Et tu as des gens qui ont la chance de faire un travail que j'appellerais même pas un travail, que moi, je fais pas mon travail, je vis de ma passion. Et en général, dans le monde du sport, tu es entouré, même au niveau administratif, je dirais, ceux qui travaillent pour nous au marketing, tu t'en connais certains, ils adorent ce qu'ils font, en fait. Donc, le management de gens qui sont motivés par ce qu'ils font et qui aiment vraiment profondément ce qu'ils font parce que c'est leur passion, est quand même différent. Et des fois, j'ai été confronté à des situations et notamment dans la confiance que tu peux apporter à ces gens. Et j'ai jamais été trompé dans le management autour du sport, parce qu'il y a une espèce de respect et t'as pas besoin de beaucoup parler. Il y a un respect et puis
un équilibre qui se fait. Dans l'autre contexte, j'ai été parfois pas assez directif, par exemple, parce que j'aime pas être un manager qui... J'ai pas besoin trop de montrer, entre guillemets, de force, de supériorité par rapport à une hiérarchie. Les choses se font assez naturellement et intuitivement. Et dans le monde de l'entreprise, le copier-coller m'ont parfois posé des problèmes. Et je pense que le principal chose, c'est que j'ai managé dans l'autre domaine des gens qui n'avaient pas envie d'être là, en fait. Hein. Donc, c'est ça qui est la grosse différence entre les deux. Mais je pense qu'ici, vous aimez tous la comptabilité. C'est votre passion. Donc, je pense que tu ne dois pas avoir de problème. C'est comme le sport. Messieurs, merci beaucoup. Merci Romain, merci Jonathan, merci Mohand. Merci pour votre intervention toujours pleine de sens, pleine de bon sens et qui fait des ponts d'une simplicité entre le sport et l'entreprise. Et je crois qu'on a beaucoup de chance à chaque fois d'avoir ces conférences-là. Merci évidemment à vous deux, Romain et Jonathan, de faire le lien à chaque fois d'une épreuve à une autre. Mohand, vous l'avez compris, il n'a pas le choix, il ne sait pas encore, mais entre-temps, il nous ramènera une médaille olympique, hein, parce que la prochaine étape pour nous, c'est donc le 27 septembre, donc l'étape numéro 5 des Olympiques. Mais avant d'aller sur l'étape numéro 5, déjà profitons grandement de l'étape numéro 4. Mohand, devant vous, vous avez un trophée. C'est votre première, comme je l'ai dit, c'est votre premier trophée de l'année. Il est doré. Vous pouvez partir avec. Merci beaucoup de votre attention. Merci des questions. On continue sur les épreuves. C'est Jonathan et Lisa qui vont continuer à faire la suite.